Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle de Shein qui ouvre sa première boutique physique au monde. Et ça se passe à Paris, au cœur du BHV, dans le Marais. Et les bobos parisiens sont pas contents. Le gouvernement français menace de suspendre le site. Anne Hidalgo est furax. Et Fabrice Epelboin viendra nous expliquer pourquoi on reproche à Shein ce qu'on tolère chez Amazon depuis 15 ans. Le tir au pigeon a commencé aux US. Ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de licenciements qui ont lieu à cause de l'intelligence artificielle. Un véritable massacre. Et ce sont les jeunes diplômés les plus touchés. On posera la question à Fanny Bouton si ça vaut encore le coup de faire des études à l'heure de l'intelligence artificielle. Et puis Vinod Khosla, le VC milliardaire de la Silicon Valley, lâche une bombe lors de TechCrunch Disrupt. Il propose que le gouvernement américain prenne 10% de participation dans toutes les entreprises cotées pour redistribuer la richesse créée par l'intelligence artificielle. Quand les milliardaires deviennent socialistes pour sauver leurs fesses, on va se demander si la révolution est proche. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France, en direct de la Silicon Valley. Votre émission commence maintenant. Avant de commencer, merci à vous d'écouter Silicon Carnet en podcast ou sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux. Pensez à vous abonner. C'est une façon de reprendre le pouvoir sur l'algorithme de YouTube et de décider ce que vous voulez voir sur YouTube et ne pas laisser la société YouTube décider à votre place. Et puis, si vous êtes déjà abonné et que vous dites j'ai plus rien à faire, eh bien, vous pouvez soutenir Silicon Carnet en devenant membre de l'Hacienda. Ça se passe sur Substack. Et ça vous donne accès à toutes nos notes et aussi au WhatsApp pour échanger avec les autres auditeurs de Silicon Carnet. L'abonnement Substack, c'est ce qui permet à cette émission de continuer. Donc, merci à tous les membres. Vous êtes déjà plus de 500 à vous être abonnés à cette communauté. Et vous aussi, vous pouvez rejoindre cette grande famille et échanger avec nous au quotidien. J'ai mis le lien dans la description. Silicon Carnet, c'est 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi à 8h30 du matin pour tremper dans votre café. Allez, on commence tout de suite. Go yourself. Alors, je profite d'être encore en France pour parler de la polémique autour de l'ouverture du magasin Shein qui a eu lieu cette semaine. On pourrait croire de loin que ça n'a rien à voir avec la tech, mais c'est tout le contraire. Tu m'as dit, on en a parlé ensemble dans notre groupe, Fabrice, et je t'ai posé la question. J'ai dit, mais quel est le rapport avec la tech? Et là, tu m'as dit, ben non, c'est une question éminemment technologique. Bah ouais, au final, Shein, c'est quoi? C'est exactement la même histoire que TikTok qui débarque et qui tout d'un coup se prend les foudres de tout le monde, alors qu'il fait exactement la même chose qu'Instagram, qu'il a exactement les mêmes effets qu'Instagram. Bah, Shein, c'est l'Amazon chinois, l'un des Amazones chinois. Oui, il y en a d'autres, il y a Temu aussi, ouais. Il y a Temu, il y a surtout AliExpress, qui est de loin le plus impressionnant. Alors, c'est pas une copie d'Amazon, mais fondamentalement, j'ai envie de dire, c'est la même merde. La différence fondamentale entre Shein et Amazon, c'est surtout la logistique, où là, pour le coup, Amazon, c'est champion du monde. Et on va revenir sur la logistique avec les postes chinoises. Mais Shein, au final, ça permet à des gens qui n'ont plus les moyens de se payer encore un petit plaisir de consommation avec quelque chose qui est éminemment discutable, hein, la fast fashion. Ça, y a aucun doute sur le fait que ça soit une catastrophe écologique. Mais c'est pas spécifique à Shein, c'est spécifique à 80% de ce qu'on peut acheter dans les boutiques parisiennes à l'heure actuelle. Et ce qui est très drôle et très symptomatique de la France actuelle, c'est cette espèce de mépris affiché par les politiques. On a eu droit à une grande opération où ils auraient ouvert, on va mettre du conditionnel parce que c'est pas super crédible, 300 000 colis en provenance de Chine. Ah oui, je montre les images là. Alors effectivement, 2 ministres se sont déplacés aux douanes pour constater effectivement l'ouverture de colis qui auparavant se faisait de façon aléatoire, et là ils ont demandé à ce que l'ensemble des colis de Chine soit ouvert. Ouais. J'ose à peine imaginer l'opération, et pour l'instant, sachant qu'il y avait des caméras qui les suivaient en permanence durant cette opération, ils ont trouvé 2 rouges à lèvres qui n'étaient pas conformes aux normes européennes. Alors c'est un côté rigolo. Ce qui est moins rigolo et plus angoissant sur ce que ça dit de la France, c'est des réactions que je pense à Anne Hidalgo qui fusille la fast fashion en expliquant que il faudrait que les Français payent le juste prix, alors qu'elle vient de se faire griller à passer 30 000 balles de notes de frais pour acheter des robes Dior.
Alors c'est sûr que Dior c'est pas de la fast fashion, hein, ça c'est sûr que c'est pas la même qualité. C'est des vêtements. C'est fait en France normalement. Enfin, c'est fait en France. C'est fait en France. Ça dépend de quel niveau de Dior, parce que t'as le Dior, tout ce qui est à 30 000 balles, je pense que la question elle est vite répondue sur le niveau de Dior. Hein. On n'est pas sur le fast fashion de Dior. Fanny, tu as vécu cette histoire. Ça s'est passé donc le 6 novembre. Donc il y a cette boutique physique de Chine qui s'est ouverte. C'est la première, hein, comme je disais. Et ça s'est pas ouvert à Shanghai, ça s'est pas ouvert à New York, ça s'est passé à Paris, au cœur du BHV, dans le Marais. Est-ce que le Marais, c'est quand même le fief des bobos, aller foutre de la fast fashion, alors que les mecs et les filles passent leur temps à pédaler, bouffer des graines, et expliquer qu'ils sont là pour sauver la planète. Est-ce que c'est de la provoque? C'est parce qu'il y a eu des manifestations, hein, je montre des images. Il y a plein de fast fashion dans ce coin. Il y a un Gap qui est à 100 mètres du BHV, il y a H&M qui est à 200 mètres. Non, c'est ça. C'est comment faire revenir plutôt les gens normaux et pas que le bobo parisien dans ces lieux d'achat, parce que je pense que la consommation a énormément baissé. Ces grands magasins au début étaient dédiés au peuple, hein, et ensuite ont grandi et sont partis sur le luxe, la qualité, etc. Mais comment on fait revenir tout le monde en magasin? On ressort les gens et ils arrêtent d'acheter sur Internet. Et puis le plaisir de retrouver un peu le showrooming, de pouvoir voir, toucher les matériaux qu'on achète en ligne. C'est aussi ça. Il y a comment faire revenir les gens en magasin. Et là, c'est un double flop, parce qu'il y a le sujet de la marque et de la fast fashion, il y a le sujet des poupées en vente et tout ce qui va avec. Et le dernier sujet, c'est la différence de prix, parce qu'évidemment, quand ils les mettent en magasin, et ça a été marrant de voir les réactions des gens qui sont venus dans le magasin, en effet, toute la populace est revenue. C'était pas des bobos que des bobos parisiens dans le magasin le jour de l'ouverture. Tu voyais des gens qui étaient contents de pouvoir venir acheter du Chine en magasin, et ils ont gueulé parce que c'était 25 € au lieu de 3 € une pièce. Ah oui, c'était plus cher en magasin. Bah forcément, t'as le lieu de vente, t'as un circuit de commercialisation classique, voilà. On retrouve des prix classiques. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'ils ils te scannaient le QR code en te disant, mais regarde, c'est exactement le même prix en ligne. Oui, ils ont créé une gamme spéciale qui va être identique en ligne qu'en magasin avec les mêmes prix. Mais en fait, après, si tu cherches avec les algos et tout, tu vas retrouver des produits équivalents à des prix beaucoup moins chers. Donc, une frustration. Donc, moi, je trouve ça un triple loupé sur plein de sujets. C'est une jolie tentative marketing et de faire du business, mais il y a plein de trucs qui vont pas derrière ça. Moi qui suis parti il y a 15 ans de France, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, Tati a rouvert, quoi, en fait. C'est pas un peu ça, non? Ça dérangeait personne à l'époque, Tati? Tu sais, Tati, les 4 marronniers, ouais. Mais à l'époque, on faisait encore beaucoup de choses en France. C'était de la production, c'était des... Tati, c'était très très chinois, hein, surtout sur la fin, sur les dernières années. Sur la fin, mais tout au début, c'était des restes de stock, c'était du déstockage, hein, donc ça s'est modifié. Mais forcément, là maintenant, voilà, là. Allez nous vendre dans le BHV, qui est devenu quand même une référence de luxe avec Galeries Lafayette et autres, c'est un peu bizarre. Avant de poursuivre cet échange, je voulais vous dire un mot de notre nouveau partenaire, Quorum l'épargne. Je sais que vous êtes nombreux à m'écouter depuis la France et que beaucoup d'entre vous s'intéressent au marché US. Eh bien justement, Quorum a lancé Quorum USA, la première SCPI qui investit directement aux États-Unis. En à peine un an, ils ont déjà investi à New York, en Californie et au Texas, avec un objectif de rendement non garanti au-delà des 7% en 2025. Une belle opportunité pour diversifier votre épargne sur le plus grand marché immobilier du monde, avec un dollar faible et des prix attractifs. Et jusqu'au 31 décembre 2025, Quorum vous reverse un bonus de 3% sur votre placement immobilier en SCPI. Toutes les infos sur quorum.fr, corum.fr. L'investissement dans les produits financiers comporte des risques et n'offre aucune garantie de performance. Alors, on rappelle que le BHV était la propriété des Galeries Lafayette, qu'il a revendu à ce mec, je crois, si je dis pas de bêtises, Frédéric Merlin, une sorte d'enchanteur, quelque part, enchanteur du Marais. Et ils avaient une sorte de partenariat, et visiblement, alors Galeries Lafayette s'est mis dans le sillon de la comète de l'État, en s'offusquant lui-même, en disant
c'est un drame, alors que quand même aux Galeries Lafayette, il y a aussi des produits, je suppose, qui viennent de Chine également. On rappelle aussi comment fonctionnent ces plateformes et c'est comme tu le disais, Fabrice, c'est aussi le cas pour Amazon. Il y a deux trucs. Hein. Il y a les produits de la plateforme qui sont éditorialisés, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'ils sont choisis par la plateforme et mis en avant par la plateforme. Et puis à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la marketplace. Ouais. Alors là, c'est fascinant. En français, on appelle plateforme, donc ça embrouille un peu les choses. Pardon. Ouais. En fait, il faut prendre l'historique. Au départ, il y a deux modèles. Il y a le modèle Amazon qui est j'ai des entrepôts et je vends ce qu'il y a dans les entrepôts, ce qui est une extrapolation de la vente par correspondance façon Redoute et qui a donné cette incroyable génie logistique d'Amazon, qui a dû maîtriser la logistique pour arriver à mettre en place un commerce mondial. Et puis le modèle opposé, c'était AliExpress et Alibaba en Chine, où là, très concrètement, tu passes commande auprès de l'usine en Chine qui t'envoie directement le truc, ou tu passes commande par du dropshipping, c'est-à-dire quelqu'un qui va faire sa sélection auprès de différentes usines en Chine et te proposer une sélection. Et se battre sur les prix par rapport à un petit concurrent qui a exactement la même sélection. Et puis tout ça a fusionné. Amazon s'est mis aussi à proposer une marketplace, c'est-à-dire que n'importe qui peut proposer ses produits à la vente sur Amazon, voire mieux profiter de la logistique d'Amazon en envoyant ses propres produits dans les entrepôts Amazon. Chez AliExpress, c'est moins sophistiqué, et Shein aussi. Mais toutes les plateformes aujourd'hui évoluent vers un modèle hybride. C'est-à-dire que d'un côté, il y a mes produits que je gère dans mes entrepôts, et de l'autre côté, il y a qui n'en veut qui se greffe à ma capacité à attirer de la clientèle. Et dans ces marketplaces, compris qui ont une taille hallucinante, on est sur Shein, si mes souvenirs sont bons, sur 10 000 nouveaux produits inscrits tous les jours. Ouais, donc, par jour. Concrètement, on peut pas modérer une telle quantité de produits. C'est modéré avec une équipe de modération, je crois qu'ils sont 200 personnes. 200 personnes pour 10 000 produits par jour. C'est pas possible. Il y a des algos qui aident à la tâche, mais forcément, au milieu de tout ça, tu vas trouver la fameuse poupée pédophile. Alors, expliquez-nous là cette histoire de poupée pédophile. Alors, il y a deux histoires de poupées pédophiles. Il y en a une sur Amazon et une sur Shein. Celle sur Shein, c'est une poupée qui est ouvertement proposée comme un gadget sexuel. Et qui est un truc qui objectivement c'est horrible. Ouais, je la montre là, mais oui. Je sais pas si ta gamine te l'avait demandé quand elle avait 6 ans pour Noël, tu te serais peut-être dit elle a mauvais goût, mais si elle t'avait été vendue comme un jouet pour enfants, ça serait probablement passé. Là, elle est vendue comme un gadget sexuel, donc il y a aucune ambiguïté du côté de Shein. Ce qui est plus drôle, c'est qu'on retrouve des trucs très similaires chez Amazon, qui sont vendus comme des jouets pour enfants. Mais là où ça cloche, c'est que l'algo de recommandation d'Amazon te suggère sur les clients qui ont acheté ce produit ont aussi apprécié tel autre produit et te balance sur des gadgets sexuels masturbateurs pour hommes. Et donc, il y a pas l'ombre d'un doute sur le fait que les gens qui achètent ces trucs sur Amazon sont dans une intention de gadget sexuel, même si la poupée et on se souvient tous de notre adolescence avec les vibromasseurs de la Redoute qui étaient présentés dans le catalogue de la Redoute comme des trucs censés guérir, enfin soigner les rides du visage. C'était la série. Ah oui, c'est vrai. On est dans cette immense... Non mais attends, ça marche pour quand t'as des problèmes, tu vois, de coups, etc. Les vibrations. Ah oui, ça marche. D'accord. J'ai jamais utilisé. Tu devrais essayer, Fabrice. Donc tu vois, il y a un avenir même pour le vibromasseur, même pour toi. Voilà. En antiride. En antiride. Et ce qui est délirant, c'est que on a une espèce de compétition française de la démagogie politique, où on a des politiques, et pas n'importe lesquels, des gens qui comprennent parfaitement ce que c'est que des algorithmes, hein, il y en a pas beaucoup, qui sont en train de dénoncer les algorithmes d'Amazon parce que effectivement il y a ce moteur de recommandation qui te laisse voir quel est le comportement d'achat des consommateurs. Mais c'est difficile d'incriminer un algorithme de big data. L'algorithme, il a pas de, surtout cela, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de... Mais à l'heure de l'intelligence artificielle, on pourrait se dire que justement, on pourrait introduire cette notion-là de comprendre. À l'ère des LLM, oui, mais là, on a affaire à des algorithmes qui sont l'autre génération d'intelligence artificielle. Elles incluent pas d'éthique, cette génération-là. Elles observent des millions de consommateurs et à partir de là, elles en déduisent des suggestions parce que elles savent faire du cross-selling et elles savent que si tu achètes un tournevis, tu vas avoir besoin de vis. Et à force de l'observer,
Et moi, j'ai lu qu'il y a aussi, ils utilisent l'intelligence artificielle, et ça, j'ai été fasciné par ça. Je pense que Amazon fait la même chose, mais Shein en particulier, pour en gros, ils détectent des tendances sur les médias sociaux, comme sur TikTok ou sur Instagram, pour détecter, par exemple, une fringue qui va cartonner dans les jours qui viennent, voire même dans les heures qui viennent. Et ça marche comment? Ils envoient directement l'information aux fabricants chinois qui, du coup, se mettent à produire ces produits et alimenter la plateforme derrière? C'est comme ça que ça fait? Alors, le process exact, je ne saurais te dire, mais c'est vrai que en fait, il y a une tendance. Un influenceur ou quelqu'un va recevoir un produit, ça va commencer à se vendre, ça se détecte et ils se mettent tous dans les usines à reproduire derrière et à l'exactitude, hein, c'est vraiment, je sais pas comment ils font pour les brevets et autres, mais en tout cas. Bah, ils s'en foutent, je pense, non? Aussi sûrement. Et derrière, ce qu'il y a de formidable, alors pour le voir sur plutôt des produits ménagers, tout un tas de gadgets aussi, ou de la cosmétique, je me suis amusée à faire des tests cet été, ça te propose en effet le même produit à l'identique avec les mêmes images générées à des prix entre 2 à 10 euros avec les frais de port, t'arrives toujours. Et il te propose en plus le truc le moins cher. Il dit t'as coché tel produit, tu peux l'avoir encore moins cher à tel endroit, mais toujours dans la même plateforme, soit Temu ou même Amazon. Alors, mais c'est Temu, AliExpress, ils sont très très forts. J'avoue que Chine, comme c'est plus vêtements, moi j'y mets pas trop mis les pieds, mais ils sont très très forts et en plus ils te le remettent en boucle. T'as cliqué une fois, 2 fois, et ben ils te le reproposent jusqu'au final, tu l'achètes. Et après ils te proposent un truc qui va. Ouais. Et après ils sont capables du coup de détecter aussi quand même. C'est t'as acheté tel truc, bah il y a tel autre produit qui devrait aller avec, qui pourrait être bien. Si t'as acheté la serpillière qui nettoie bien ton sol, tu pourrais avoir besoin du petit chiffon qui va bien nettoyer les écrans. Ça va avec. Et ils ont des forces en effet d'IA qui sont capables d'analyser tout ça. Et ça te traque directement. Après, Amazon le faisait il y a 10 ans. Je me souviens de Cédric Ingrand en plateau télé qui une fois disait Amazon avait été capable de détecter. Ah bah ouais, Cédric, tu vois. Il racontait l'histoire d'une jeune fille qui s'était acheté des choses différentes, mais ça avait détecté, alors qu'elle était mormone, c'est ça qui le faisait marrer, qu'elle était enceinte, ça avait proposé un test de grossesse alors que elle le savait même pas qu'elle était enceinte. Elle ne le savait pas. C'est formidable. Ça l'avait fait beaucoup marrer. C'était une anecdote qui l'aimait. C'était déjà il y a plus de 10 ans cette histoire-là. Donc ça fait longtemps que les magasins traquent nos habitudes et arrivent à détecter des choses que même nous on serait capable de pas savoir, quoi. Il y a Reuters qui a fait une enquête cette semaine. Pour montrer en fait, Fabrice, que Amazon avait exactement les mêmes problèmes que Shein. C'est-à-dire qu'ils vendent eux aussi, comme tu l'as dit, des produits illégaux et dangereux. Et pourtant, Hidalgo condamne pas Amazon. C'est qu'elle a rien compris, c'est qu'elle sait pas ce qui se passe sur Amazon. On ne menace pas de suspendre Amazon sous 24 heures. Pourquoi? Ah bah d'abord parce que c'est les gentils Américains contrairement aux méchants Chinois. Même si donc il y a vraiment. Moi il me semblait que nous les Américains on était aussi les méchants. Oui. Non mais il y a différents degrés de méchanceté, c'est ça? Ah bah les Chinois sont quand même beaucoup plus méchants que les Américains qui pourraient redevenir gentils alors que les Chinois c'est plié et seront jamais gentils. Les Américains va savoir au gré d'une élection peut-être qu'aux prochaines présidentielles ils seront à nouveau gentils. Pourquoi me veut-il du mal? Parce que c'est un méchant. Mais pourquoi moi? Parce que t'es une gentille. Pour l'instant, ils sont méchants, mais c'est peut-être passager. C'est pas sûr, mais c'est peut-être passager. Mais surtout, la grosse différence, c'est la logistique. La logistique d'Amazon est quelque chose d'absolument incroyable. Absolument incroyable. Alors que les Chinois sont des brels, sont très, 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 très loin d'avoir l'expertise logistique d'Amazon. Et cette expertise logistique d'Amazon, elle se concrétise sur d'immenses entrepôts un peu partout sur le territoire européen, beaucoup en France, qui est quand même un pays assez central dans l'Europe. Et ces entrepôts génèrent non seulement pas mal d'emplois et de l'emploi peu qualifié, mais énormément de taxes locales. Et du coup, c'est très facile d'acheter du député à Tire-Larigot
parce que ça permet à un pour député implanter un entrepôt dans ta région. Un entrepôt. Dans le meilleur des cas, je te génère de l'emploi, ce qui est très bon pour ton bilan à toi, député. Ouais. Je te fais des cycles de formation, machin, dont ils font des pubs 24 heures sur 24 à la télévision, surtout en ce moment, avec le délire sur Shine. Ils sont à fond sur la formation permanente de leurs employés, où ils vont te prendre un manutentionnaire et t'en faire un ingénieur en un coup de baguette magique, mais au-delà de ça génère énormément de taxes locales. Et puis, dans des cas qui sont borderline, ça va jusqu'à générer ta piscine ou ta résidence secondaire, parce que la France, on en est là. Donc forcément, on n'attaque pas Amazon, alors que les méchants Chinois, eux, qui se contentent de t'envoyer les colis directement depuis la Chine, où leur vague logistique, c'est la poste chinoise. Ils génèrent pas de taxes locales, ils génèrent pas d'emplois locaux. Non, c'est 20, Chine, en France, c'est 20 employés pour 1,6 milliard de chiffre d'affaires. Donc, effectivement, ça fait 80 millions par employé, hein. Donc, ça génère pas, effectivement, d'emplois. Même chez Goldman Sachs, ils arrivent pas à détecter. Non, ils arrivent pas à faire ça. Il y a aussi peut-être le lobbying, hein. Je montre ce graphique où je vois que, les géants de la tech américains ont redoublé de lobbying en France. Alors c'est sur des chiffres en plus déclarés, donc peut-être que c'est beaucoup plus, mais par exemple, on voit Amazon, ils ont croissance entre 2017 et 2021, plus 466% de lobbying sur plus 550% en termes de nombre d'activités. C'est colossal. Ça dépasse l'entendement, et pour donner un ordre d'idée d'à quel point l'Europe est devenue un dépotoir de corruption, il y a beaucoup plus d'argent investi en lobbying à Bruxelles qu'à Washington. C'est l'Europe est de très loin le. C'est plus compliqué, mais parce que c'est plus compliqué, non? Peut-être. Non, parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup. C'est très différent. C'est-à-dire que l'Europe, tu peux acheter un vote. Ça a été ma source, c'est Envoyé spécial d'il y a 3-4 ans, et puis toute une grosse investigation de tout un tas de gros médias qui avait montré qu'on pouvait acheter un vote au Parlement européen pour 500 balles. Parce que tu vas t'adresser à des représentants de pays du semi-tiers-monde européen, pour qui 500 balles, c'est une grosse somme, et de toute façon, ils s'en foutent, tu leur files un billet et ils te votent ton amendement. C'est plus cher pour des sénateurs américains. Typiquement, alors c'est pas au Parlement européen, mais on avait vu que un tweet sponsorisé par un député, c'était 300 balles. Juste un tweet, pas un amendement. L'amendement, que c'est. Ouais, mais on en est là, mec. T'as quitté la France depuis trop longtemps. Tu réalises pas à quel point la France c'est. Non, mais je me rappelle effectivement qu'on avait chopé là, parce que je sais pas d'où tu tiens cette information, mais qu'on avait chopé des députés effectivement européens avec des valises pleines de pognon. Je me rappelle de cette affaire. Alors c'était de la grosse corruption. Grosse corruption. Là, j'évoque de la micro-corruption du type des billets de 500 balles. Donc en fait, les députés sont des influenceurs, quoi. Ils sont traités comme des influenceurs. Ils sont non, quand même, les influenceurs sont beaucoup mieux payés que les députés. Mais c'est à peu près la même logique. C'est à peu près la même logique d'acquisition et de transformation de ce qui au départ se voulait être, alors pour les influenceurs, des journalistes, et pour les représentants élus des politiques, en finalement représentants commerciaux. On en est là. Alors c'est pas pour dire, mais les États-Unis aujourd'hui ont aussi un immense problème de corruption, hein. Mais ça a un côté surtout en ce moment. C'est un côté très bas de gamme et cheap. Et puis la grosse différence avec les États-Unis, c'est que la corruption est essentiellement étrangère pour ce qui est de l'Europe. Alors qu'aux États-Unis, c'est un peu endogame la corruption. Il y a évidemment des représentants américains qui se font acheter par des entreprises étrangères, mais c'est pas aussi systématique qu'en France et qu'en Europe, où vraiment on est devenu le dépotoir et le grand marché, pour ne pas dire le souk, de tout le commerce mondial. Et effectivement, notamment à Bruxelles, la corruption marche à tout va. C'est pas qu'en France il y en a pas, hein, mais à Bruxelles c'est particulièrement impressionnant. Et ce qui est impressionnant, c'est qu'on est sur tout le spectre. Donc l'histoire dont tu parlais, j'imagine que c'est le Qatar Gate, derrière lequel il y avait plus tout un tas d'autres pays, il n'y avait pas que le Qatar, où on avait fini par trouver des mallettes de billets, des sacs de billets chez, j'ai oublié le nom de cette députée grecque, et c'était une opportunité incroyable qu'on a ratée du côté de la tech, hein, parce que c'était la porte-parole du Bitcoin au sein du Parlement européen, la fille qui connaissait vraiment le Bitcoin et qui savait de quoi elle parlait. Et le jour où elle s'est fait corrompre à coups de millions,
c'était en billets de banque, c'était pas en crypto-monnaie. Malheureusement, personne n'a relevé cette anecdote. Cette ironie. Mais la corruption qui semble la plus courante à Bruxelles, c'est pas du tout des mallettes de billets, hein, c'est quelques piécettes. On n'est pas du tout dans une corruption aussi massive avec de Nancy Pelosi qui est multimillionnaire après une vie dans un parlement. Elle est à la retraite. Mais tu as pas forcément besoin que de l'argent. Moi, ce que je vois sur certains sujets de la tech sur lesquels je suis, c'est quand tu vas toi faire du lobbying sur la souveraineté, sur l'utilisation du cloud et autres. Quand tu as une boîte française qui envoie une ou deux personnes faire des affaires publiques, tu as ce qu'appellent les Américains eux-mêmes, des armées de Mexicains. Tu te retrouves avec 10 gars en face qui noient les députés d'information, et c'est là où on a un vrai sujet de culture technologique et là aussi financière sur comment protéger le pays et l'Europe de tout un tas d'infos qui sont données et avec beaucoup d'aplomb, et c'est documenté, mais souvent, c'est de l'influence intellectuelle. Il n'y a pas besoin de mettre d'argent. C'est juste t'envoies plus de monde, tu montres que t'es super fort, que tu vas être le meilleur. Et ça suffit à influencer sur des trucs, des fois, mais d'une débilité sans aucune logique technologique. Voilà. Donc, on rappelle, Fanny, que tu travailles chez OVH, et donc vous êtes au cœur de ces sujets-là, puisque... au moins sur la souveraineté numérique. Sur la souveraineté numérique, c'est évident. Données. Ouais, ça c'est clair. On revient tout de suite à votre épisode, mais avant cela, je voulais vous parler d'une société qui m'a vraiment impressionné, Matisse. Matisse, c'est le premier club d'investissement agréé par l'AMF qui permet d'investir dans des œuvres d'art contemporain majeures à partir de 20 000 €. Concrètement, vous pouvez co-investir dans des pièces signées Warhol, Basquiat ou Soulages, des artistes ayant profondément marqué l'histoire de l'art, reconnus par les institutions et les grands collectionneurs. Matisse vise un TRI net de 15% avec une durée d'investissement moyenne non garantie de 2 ans, pouvant aller jusqu'à 5 ans. J'ai parlé avec leurs membres et depuis 2023, ils m'ont dit qu'ils avaient ensemble investi dans 65 œuvres et 16 d'entre elles ont déjà été revendues. Si investir dans l'art vous intéresse, rendez-vous sur matisse.club pour en savoir plus. Mais attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investissement dans des actifs non cotés présente un risque de perte partielle ou totale du capital investi. Allez, retour à ton épisode. Alors, il y a quand même un éléphant dans la pièce, comme diraient les Américains. C'est cette histoire. Est-ce que tu veux nous expliquer ça, Fanny, cette histoire de tarifs postaux? Alors moi, j'ai découvert ça. Alors, moi aussi, j'ai découvert ça, mais donc ça fait un petit moment, Fabrice aura sûrement mieux les chiffres que moi, mais en gros, ça fait très longtemps que certains pays qui sont considérés comme en croissance et pas modernisés avaient eu le droit à des tarifs postaux spécifiques dans le monde entier. Je crois que c'est... c'est l'UPU, voilà, ça s'appelle l'UPU, et ça date de 1874. L'Union postale universelle, ouais, c'est ça. Voilà, ouais. C'était pour faciliter les échanges de courrier entre pays. Et donc, la Chine bénéficie encore de ces tarifs privilégiés qui sont extrêmement bas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de frais de port, en fait, quand tu commandes un truc sur Shein ou AliExpress, quasiment pas, très faible. Il y a des frais de port. C'est juste la Poste française qui paye les frais de port. Donc, c'est nos impôts. Bah oui, bien sûr. Le colis, il a un coût pour le déplacer, hein. Et il prend l'avion, ça a un coût. Et tu peux pas imaginer qu'un gadget que t'achètes sur AliExpress et qui pèse 500 grammes, qui arrive directement depuis la Chine, il ne coûte pas 50 centimes à se déplacer. C'est la Poste française qui compense le coût qui est offert en quelque sorte à la Poste chinoise, et la Poste française, elle va piocher dans nos poches à nous. Donc ça a un coût, juste tu le vois pas. Mais de toute façon, on le paye, et on le paye à travers nos impôts. Et c'est vrai que les coûts, j'ai plus les chiffres en tête, mais ça se compte en dizaines, si c'était en centaines de millions d'euros, les frais que la France doit verser à la Poste chinoise de façon à ce qu'elle achemine gratuitement ses colis aux consommateurs français. Mais ça paraît fou, ça. Ça a été négocié après la guerre, de mémoire 55 ou 54, quelque chose comme ça, à une époque où effectivement la Chine était dans une situation entre le tiers-monde et pays émergents, et où ça pouvait sembler à la fois généreux et universel d'aider les Chinois à supporter des coûts de transport qui autrement auraient été complètement rédhibitoires pour eux. C'est sûr que vu la puissance de la Chine aujourd'hui, c'est risible. Alors oui, après il faudrait voir c'est
par rapport au nombre d'habitants et à la croissance générée, est-ce qu'ils sont encore... c'est quand même au nombre d'habitants que c'est intéressant de voir comment on fait du bénéfice et si le pays est sorti de la croissance. Le pays est complètement sorti de son état qui justifiait que, au même titre que tout un tas que l'Albanie ou tout un tas d'autres endroits, on les aide pour leur logistique. Ils sont complètement sortis de ça. C'est juste des accords qui sont scellés depuis plus de 75 ans. Et qu'on est incapable de renégocier parce que c'est long, c'est fastidieux, c'est des accords qui sont mondiaux, donc ils font les renégocier pour 170 pays. 192 pays, ouais, c'est ça. 192 pays, donc c'est colossal de renégocier un truc pareil. Mais c'est pas les seuls, c'est pas le seul truc, hein. Tu l'as dans le monde du cinéma. Pourquoi est-ce qu'on a encore 50% de blockbusters dans les cinémas en France? C'est un accord qui a été négocié après la Seconde Guerre mondiale et qui oblige à sortir plus de films américains que le reste sur nos écrans. Et il y a plein de choses comme ça. On a les mêmes accords pour sortir des daubes françaises qui font 5 entrées. Et en ce moment, on multiplie les sorties françaises de films subventionnés, pareil avec nos impôts, qui font 100, 200, 300 entrées. Ouais. Non, mais subventionnés aussi par une partie de cet argent des films américains. C'est justement cette qui subventionne aussi les subventionne ces daubes françaises qu'on réalise. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un avantage qui est massif, parce que je lisais qu'il y a un colis de Shenzhen vers Paris coûte moins cher à envoyer qu'un colis de Lyon vers Paris. Donc c'est quand même dingue. Donc s'ils arrivent à vendre un t-shirt à 3 €, la livraison est pratiquement gratuite. Donc c'est un avantage concurrentiel qui est colossal. C'est dingue, quoi. Et ouais. Bah, c'est incontestable. Et les gens maintenant, avec la perte de pouvoir d'achat qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils regardent? Ils regardent tout où ils peuvent rogner les couilles. Ils veulent juste avoir voilà. Et ils se rendent pas compte qu'en fait c'est toujours, ça nous revient toujours dans la tronche derrière, et que c'est des frais masqués. Et c'est là où ils sont smart. Et je pense qu'il y a une éducation à refaire des gens de qu'est-ce qu'ils consomment. De toute façon, tu payes, même si c'est pas en direct. 2, tu achètes de la qualité, des trucs qui vont terminer dans ta poubelle. 3, ça pollue. Voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive à remontrer et consommer local, parce que quand t'achètes ces produits-là, on râle qu'on trouve pas de boulot. Discours, Fanny, c'est un discours de bobo parisien. Elle peut avoir le discours qu'elle veut, hein. Elle peut avoir le discours qu'elle veut, déjà. C'est inaudible auprès de gens qui sont en train de gratter les tiroirs. Non, mais même les bobos, parisiens, ils achètent ces produits. Oui, donc pour les bobos parisiens, même les bobos. Discours. Mais moi perso, j'essaye d'acheter vraiment de plus en plus des produits qui sont produits dans des pays. Mais c'est compliqué de le faire parce que quasiment tout est produit en Chine. Mais tu peux regarder quand même ce que tu fais, mais c'est surtout dire, les gars, si vous achetez systématiquement des trucs qui viennent de l'étranger, on peut pas vous payer, parce que il y a un moment aussi, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on achète. C'est compliqué, la situation est compliquée. Je dis pas que c'est ça, mais il faut prendre conscience de ce qu'on achète quand même. Ouais. Non, mais là-dessus, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, il y a une énorme hypocrisie, parce qu'on a fait aussi des produits locaux, pensés, fabriqués pour ces bobos, éco-responsables, machin, et on a gonfler les prix de ces trucs-là de façon incroyable. Avec du marketing et tout. Avec du marketing, et c'est de venir ces produits responsables. Mais je te parle même du camembert, quoi, tu vois, ou même de la côte de bœuf. L'autre jour, j'étais rue Montorgueil, je regardais le prix d'une côte de bœuf. Non, mais c'est malade. On est à 72 € le kilo. Oui, mais tu comprends, c'est un producteur bidule. Il faut arrêter les codes. C'est devenu des produits de luxe dont plus personne ne peut. Ces produits locaux responsables, éco-responsables ou sociétés responsables sont devenus des produits de luxe. La viande rouge de qualité, c'est devenu un produit de luxe. La nourriture de qualité est devenue un produit de luxe. Non, mais dis-toi que le prix des œufs est en train d'exploser en ce moment. T'as pénurie d'œufs dans les rayons en France parce que les gens se ruent là-dessus en ce moment. Et alors c'est très léger pour l'instant, mais tu commences à avoir une pénurie d'œufs parce que c'est ce que les gens pouvaient encore se payer, et même on est depuis plusieurs années dans une réduction des frais. Il y a encore au début du dernier quinquennat Macron, les gens diminuaient leur budget loisirs, leur budget transport. Là, depuis quelques années, les gens diminuent leur budget alimentation. Donc jamais vu. C'est un signal très clair d'un énorme incident social qui va arriver, parce que à un moment, quand t'es plus capable de nourrir ta famille, tu prends les armes, et c'est légitime de prendre les armes. Et puis ça a des répercussions effectivement pour les gens comme nous qui n'avons pas vraiment de problème pour acheter de l'alimentation. On voit bien que le prix des œufs explose parce que comme t'en achètes sans arrêt, tu finis par retenir le prix.
Et c'est vraiment le symptôme de gens qui n'achètent plus de viande parce qu'ils ont plus les moyens. Donc ils achètent de la protéine la moins chère possible pour nourrir leur famille. Et la nourriture, la protéine la moins chère possible, c'est les œufs. Et c'est clair que on a un problème. On n'est plus du tout autonome ou souverain en matière alimentaire. Ça va à terme poser d'énormes problèmes. Alors, on va continuer justement parce que c'est pas fini. Question de vous foutre le moral. On va parler maintenant de la destruction de jobs qui a lieu en ce moment dans la Silicon Valley, mais aussi partout aux États-Unis. On voit en ce moment aux US une transformation. Hein, c'est absolument incroyable. Ça se passe en temps réel sous nos yeux. Ça va à une vitesse éclair, et c'est d'une brutalité bien évidemment glaciale parce que aux États-Unis, la liquidité du marché de l'emploi n'est pas du tout la même qu'en Europe et en France. Mais les entreprises tech parlent plus d'innovation ou de croissance. Elles parlent maintenant d'optimisation des coûts. Et le premier coût à optimiser, bien évidemment, c'est les cols blancs, c'est les gens. UPS supprime 14 000 postes de management et présente ça comme une sorte de victoire en termes d'efficacité. Microsoft a viré 9 000 personnes cet été. Amazon vire 14 000 personnes. Et on a mis la main sur des documents internes qui révèlent qu'il prévoit de remplacer plus de 600 000 emplois américains par des robots d'ici 2033. Le chiffre, 600 000, notamment dans les entrepôts. On voit que les entrepôts aujourd'hui se sont complètement automatisés. Les robots maintenant font le boulot. C'est le plus grand plan de remplacement humain-robot qui ait jamais été documenté dans le secteur privé américain. Il y a une forme d'accélération folle de l'automatisation par l'intelligence artificielle. Et il y a une phrase, des termes qui commencent à apparaître dans la Silicon Valley en termes de comptabilité, notamment chez les CFO, les directeurs financiers, où maintenant on a transformé. Il y a une autre ligne qui s'appelle, il y avait Human OPEX, c'est-à-dire les opérations, c'est-à-dire les salaires des humains. Et aujourd'hui, on voit apparaître une nouvelle ligne qui s'appelle Silicon OPEX. En gros, c'est des opérations qui sont gérées par l'intelligence artificielle. Aux États-Unis, un employé corporate, ça coûte entre 100 et 200 000 $, avec les benefits par an. Et c'est vrai qu'une licence d'intelligence artificielle, ça coûte 100 $ par mois. Donc le calcul, il est absolument vite fait. Est-ce qu'on a conscience de ce grand remplacement qui a lieu ici en France? On en parle. Je suis en France, je repars là dans quelques jours. Je me suis assis à une terrasse. C'est pas le genre de conversation que j'entends. J'entends plus parler de mutuelles ou de trucs comme ça plutôt que ça. Fanny, est-ce qu'il y a une conscience de ça? Je pense que tu as un début de conscience pour certaines personnes qui sont dans des grands groupes. Tu vois, des grandes boîtes comme Microsoft en France commencer à faire du nettoyage aussi et à remplacer, alors faire partir des vagues d'anciens aussi, c'est des plans de départ. Mais en effet, l'IA commence à jouer un rôle dans ces grands groupes de la tech. C'est ça qui est intéressant, c'est le monde de la tech qui jusqu'à présent embauchait, qui commence à réduire ses coûts, optimiser ses coûts. Ça, c'est nouveau. Mais ça se ressent pas encore chez nous parce qu'on n'a pas encore ces habitudes-là d'utiliser l'IA. On est quand même, moi je vais le dire, en retard en France et en Europe sur l'utilisation de l'IA. Vous en parlez pas chez OVH par exemple? Chez OVH, il y a pas ces conversations. On est en train. Si, l'IA est en train d'accélérer et de faciliter certains métiers. Comment on est plus efficace? Comment tu gagnes du temps? Moi, la première, il y a de la production de réseaux sociaux, de contenu où tu te rends compte que tu peux faire plus vite qu'avec une armée de stagiaires. Mais pour l'instant, moi, je le vois pas encore dans les recrutements ou dans les licenciements. C'est une transformation qui va être plus douce. Aux États-Unis, c'est des grands groupes énormes avec plein de gens et ils disent, on va licencier 10 000 personnes, 30 000 personnes. Et en plus, on passe au col blanc. C'est ça qui est intéressant. Avant, c'était les petites mains. On parle de la robotisation. Là, on parle quand même de gens qui sont censés avoir du jus de cerveau. Donc, c'est différent. Mais c'est pas la préoccupation majeure encore dans les médias, même si ça commence un petit peu. Fabrice, on a vendu pendant 50 ans le rêve américain. Le rêve américain, c'était quoi? C'est tu vas à l'université, tu obtiens ton diplôme, et tu auras un job stable avec un bon salaire,
Et puis, il y a des millions de familles qui, aux États-Unis, se sont endettées. La dette étudiante aux US, c'est plus de 1,7 trillion de dollars, 1700 milliards de dollars. Il est en train de s'effondrer, ce rêve américain? Alors, il n'est pas spécialement américain, ce rêve. Il est aussi européen. Occidental. Ouais. Il est né au Moyen-Âge à la Sorbonne. C'est un truc qui a plus de 600 ans. L'idée que on allait se lancer dans la vie avec une formation initiale qui allait nous servir toute la vie. Alors, l'idée de la formation initiale qui servait toute la vie, ça s'est déjà méchamment cassé la gueule depuis quelques décennies. Là, on est en train de s'apercevoir, alors pour les Américains, qu'une formation dans les meilleures universités, c'était pas forcément un gage d'accès à l'emploi. Et puis, en Europe et tout particulièrement en France, on est en train de s'apercevoir que le système universitaire s'est effondré, le secondaire, pour ainsi dire, s'est tiers-mondisé. Et donc, finalement, il nous reste les grandes écoles et c'est un phénomène très similaire aux grandes universités américaines. C'est pas tant la formation qu'elles dispensent que le réseau auquel elles donnent accès qui a de la valeur. Et donc, ce réseau, il a encore une valeur, mais pour combien de temps, on ne sait pas très bien. Et c'est clair que, y compris dans les grandes écoles, tout le monde est conscient que la formation aujourd'hui, c'est tout au long de la vie. Moi, j'ai très longtemps enseigné dans des grandes écoles. J'ai commencé il y a... Tu as été enseignant à Sciences Po, tu as vu le niveau s'effondrer sur... Alors non, les grandes écoles tiennent encore le choc. Même si Sciences Po passe par des vraies difficultés aujourd'hui, c'est plus des difficultés en termes d'homogénéisation idéologique que de niveau d'enseignement. Les grandes écoles françaises tiennent le choc. Polytechnique tient le choc. Normal, c'est toujours Normal Sup. C'est les universités qui se sont effondrées. Tout simplement parce qu'on est passé entre notre génération, tous les trois, et la génération actuelle, on est passé de 30% à 80% d'une classe d'âge au bac. Donc, il y a pas de miracle, hein. Soit les gens sont devenus 3 fois plus intelligents en l'espace d'une génération, soit le bac s'est effondré. Et malheureusement, c'est plutôt le bac qui s'est effondré, qui aujourd'hui est donné à la fin d'un parcours qui est automatique vu qu'il n'y a plus de redoublement. Donc, tout ça se retrouve dans les facs. Le niveau des facs s'est effondré parce que ils font avec ce qu'ils ont en input, hein, et on est sur l'adage garbage in, garbage out. Donc, les diplômes universitaires, la plupart du temps, n'ont pas la moindre capacité à produire de la valeur ajoutée. On a surmultiplié des diplômes universitaires qui, de toute façon, ne produisent pas de valeur. C'est-à-dire que c'est bien gentil de faire un doctorat en sociologie, mais la plupart du temps, ça ne permet pas d'accéder à un emploi où on est en mesure de produire de la valeur pour une entreprise. Ce qui est un gros mot en France, hein. Mais forcément, à un moment où il y a une hypercontraction économique, il y a un moment où il va falloir être en mesure de produire de la valeur pour espérer une rémunération. Ce que tu veux dire, c'est que le bac était une garantie d'accès à l'université, plus qu'une garantie de compétences ou de connaissances. Ça a toujours été. Maintenant, c'est les diplômes de l'enseignement supérieur qui font le même. En fait, on a tout décalé, quoi. C'est la même chose aujourd'hui avec les diplômes. C'est des signaux vides, quoi. Ouais. C'est des signaux vides. C'est des formations initiales qui sont de plus en plus abordées par les gamins qui font leurs études comme une phase de d'épanouissement intellectuel et d'apprentissage plutôt qu'une phase de préparation à la vie active. Et c'est très français par rapport aux Américains, c'est très très français ça. Avec quelque part une dichotomie complète entre un système éducatif, et je mets les profs là-dedans, pour qui l'enseignement, ça doit permettre de faire des hommes ouverts d'esprit et cultivés façon Rousseau, par rapport à un marché de l'emploi qui attendait, mais qui attend plus grand-chose, mais qui attend de l'enseignement que ça lui offre des travailleurs prêts à être opérationnels et à générer de la valeur. Et ça, l'enseignement en France, c'est complètement enfermé dans cette logique où, très concrètement, c'est un crime de lèse-majesté d'oser poser la question de est-ce que c'est vraiment utile de former 40 000 historiens chaque année dans des facultés françaises? Qu'est-ce qu'on va en faire sur le marché de l'emploi? Et effectivement, il y a pas de la place dans le marché de l'emploi pour 40 000 docteurs en histoire. Enfin, il y a pas 40 000 docteurs en histoire, mais 40 000 personnes qui ont un master en histoire ou 150 000 qui ont un master en sociologie. Le marché de l'emploi, il sait pas quoi en faire. Et donc, on est sur un monde de l'enseignement qui a pris un chemin radicalement différent du monde capitaliste hardcore du travail. Et c'est des mondes qui sont assez irréconciliables parce qu'ils ne se parlent pas. Contrairement au système américain où là, effectivement, on pourrait dire à la limite que c'est l'extrême inverse, ils se parlent trop. Mais de toute façon, l'un et l'autre arrivent à une fin qui est que
l'apprentissage, ça va se faire tout au long de la vie. L'apprentissage initial n'est plus un facteur critique parce que on n'est pas forcément au meilleur moment de sa vie pour décrocher les meilleurs diplômes, alors que on peut être très très bon par la suite pour 1000 raisons. Et parce que le roi Alexandre l'a prophétisé de façon un peu trollesque dans son bouquin, mais malgré tout, et il met le doigt sur un truc qui est très réel. Ne faites plus d'études, c'est ça. Ça sert plus à grand chose de faire des études, sauf à développer son esprit critique, ce qui est une bonne chose dans l'absolu, mais ça ne sert plus à grand chose dans l'optique d'obtenir un emploi. Il est infiniment plus important d'apprendre à apprendre et d'apprendre tout au long de sa vie. Moi, je voudrais rebondir sur plusieurs points que tu as dit. Alors, pour le coup, moi, tu vois, je suis tout autodidacte et à chaque fois que j'arrive quelque part, on me balance, surtout dans le quantique, on me balance les diplômes des grandes écoles en disant moi j'ai fait Centrale, moi j'ai fait Télécom, moi j'ai fait Polytechnique. Moi j'ai rien fait, mais j'ai appris. Donc je pense qu'en effet on peut apprendre toute sa vie et que ça c'est une histoire de mindset aussi et c'est marrant de voir Laurent Alexandre sortir ce sujet-là parce que pour avoir dîné avec lui, autant te dire qu'à partir du moment où il a su que j'avais pas de diplôme, il m'a pas trop adressé la parole, ou alors c'est peut-être parce que j'étais une femme, je ne sais pas. Non, tu crois ? Non, je crois pas. Mais parce qu'il aime bien les femmes, hein. Bon, je sais pas. En tout cas, on n'était que 3 à table et je peux t'assurer que. Ah, il t'a pas adressé la parole. Il m'a posé une question, il m'a demandé si j'avais eu des problèmes avec mon paternel et basta, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté à là. Intéressant. Mais non, juste pour revenir. Non, mais tu veux au dire sujet, que lui, des diplômes, il en a plein, quoi. C'est ça ce que tu veux dire. Non, mais il est diplômé. Énarque. Il a gagné de l'argent. Ouais, je suis pas sûre qu'il soit si, énarque, mais HEC, énarque, Sciences Po, je crois qu'il est... Non, il a fait médecine et ENA. Les médecines et mais bon. Déjà un parcours tout à fait atypique et plutôt intéressant. Ouais, et il est très brillant et c'est intéressant. Il sera dans un prochain festin. Il sera dans un prochain festin. Il nous a fait un festival pendant tout le repas. Ouais, ça promet. Ça promet. Mais juste pour revenir, donc c'est hyper important de comprendre que, en effet, maintenant, avant, quand tu apprenais quelque chose, ça durait 12 ans à peu près. Tu avais 12 ans devant toi. Maintenant, on sait que c'est 2 ans. Tout ce que tu as appris à l'école, tu sors 2 ans après, c'est fini. Il faut te reformer. Donc ça, c'est le monde du travail et le monde de la compréhension. On va tellement vite qu'il faut se réinventer tout le temps. Donc ça, c'est quelque chose à comprendre. Avoir un CDI, c'est plus stabilisé par les connaissances que tu as eues à l'école. L'autre sujet, et on va revenir, c'est sur le niveau de l'éducation. Tu parlais des diplômes, mais faut voir que les profs de sport, alors je parle que des profs de sport, mais ça reste important de faire du sport, il n'y a pas que le cerveau qui compte, on a enlevé les épreuves et les corrections sur l'orthographe aux épreuves de sport parce qu'on n'arrivait plus à trouver de profs qui avaient le niveau, ils faisaient trop de fautes d'orthographe. Donc ça c'est hyper important. Et même les profs de français. Hein. Oui, voilà. Le niveau de recrutement des profs de français dans le secondaire, c'est affolant. Voilà, c'est qu'on n'arrive plus à trouver d'enseignants à assez bon niveau. Et en plus, on a perdu le respect en France, je sais pas dans les autres pays, mais en France, on a perdu le respect du corps enseignant. C'est-à-dire que on va engueuler les profs de filer des devoirs aux gamins. Alors bon, des fois, ok, c'est un peu too much, etc. Mais on va engueuler les profs si on a dit quelque chose de mal aux gamins. On n'autorise plus à enseigner et on file en plus 25 gamins à ces pauvres profs au lieu d'une quinzaine qui peuvent pas gérer des gamins qui ont un taux d'attention qui a été descendu à quelques secondes parce que avec les réseaux sociaux, le scroll, ils ne savent plus s'ennuyer, ils ne savent plus réfléchir et c'est un vrai problème. Moi, j'étais la première à prôner l'éducation par Internet, la gamification et en fait, on est en train de flinguer nos gamins parce qu'ils ne savent plus attendre, apprendre, et les parents en plus se désengagent aussi. On veut laisser tout au corps enseignant, mais il y a un désengagement des parents aussi à prendre le rôle d'aller éduquer, sortir dans les musées. Alors ça coûte de l'argent, mais c'est la France, et c'est un vrai sujet. En France, ça coûte rien. En France, ça coûte rien. Est-ce que l'IA n'est pas en train de détruire des jobs qui en fait étaient des bullshit jobs, quoi? C'est que l'IA ne détruit pas des jobs, elle révèle juste que 80% de ce que font ces cols blancs, souvent c'était du bullshit. D'ailleurs, Sam Altman, il l'a dit un peu maladroitement. Il a dit peut-être que en fait c'était pas des vrais jobs. Il comparait ça au métier d'agriculteur, que si un agriculteur regardait ce que fait un manager au quotidien, il se dirait que quand même c'est quand même du gros bullshit cette histoire-là, quoi. Il y avait cet anthropologue David Graeber qui avait dès 2013 appelé ça le concept des bullshit jobs. Il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'on a tous fait des études de marché en tapant un prompt dans Perplexity
pour obtenir en 5 minutes ce qui nous aurait pris une après-midi, voire 1 ou 2 journées de recherche. C'est pas un bullshit job, une étude de marché. Y a plein de choses qui vont être éliminées par l'IA, dont des bullshit jobs, on est d'accord, mais pas que. Il y a une quantité faramineuse de choses qu'on touche tous du doigt parce qu'on utilise tous l'IA. On est dans ce moment de poteau noir où l'entreprise n'a pas encore su se saisir de ce truc-là, sauf les startups et les boîtes très très pointues. Mais les grosses entreprises n'ont pas réussi à créer de la valeur avec cette IA, mais les employés dans ces grosses entreprises, ils ont réussi. Ils ont tous pris un abonnement à $20 à ChatGPT. La différence, c'est que ils sont pas idiots, particulièrement en France. Ce surplus de productivité, ils vont pas le redonner à l'entreprise, c'est pour leur gueule. Et vu la relation exécrable entre les employés et le grand capital en France, ils ont totalement raison. Ils seraient les premiers perdants à redonner ce surcroît de productivité qu'ils ont trouvé grâce à l'IA à leur employeur. Ils savent très bien qu'ils auront strictement rien en retour et que au mieux ils peuvent espérer ne pas faire partie d'un plan social. Donc concrètement, pour l'instant, moi, ce que j'observe, parce que j'en parle beaucoup quand je rencontre des gens qui sont dans des grosses entreprises, que ça soit de l'industrie ou du conseil, c'est que les mecs mesurent individuellement des gains de productivité fantastiques, gagnent un temps absolument fou, mais le temps gagné, il est réinvesti sur leur formation à eux, typiquement en adoptant de nouveaux outils, en essayant de nouveaux outils, en continuant cette course frénétique de l'IA. Et puis, dans du temps qu'ils récupèrent pour leur loisir, typiquement, il y a un nombre de télétravail qui sont transformés en loose day, en RTT, parce que fondamentalement, le mec a déjà rempli ses objectifs de travail mercredi soir, et donc le jeudi, vendredi qu'il a négocié en télétravail, bosse pour lui. Il bosse pour lui. Et c'est tout à fait légitime. C'est la conséquence directe d'une relation entre l'employeur et l'employé qui, en France, a été totalement brisée. Même si elle a jamais été fantastique, elle a été totalement piétinée. Et donc aujourd'hui, l'addition, elle est là pour les entreprises. C'est qu'ils n'arrivent pas, ils regardent l'IA comme une poule avec un couteau, et ils sont complètement flippés, à raison, de la grande exfiltration de data de l'entreprise qui va directement chez les Américains, avec pour beaucoup d'entreprises des vrais risques en termes de pillage de propriété intellectuelle. Et puis, ils osent pas trop regarder en face le fait que vraisemblablement les gains de productivité, ils sont déjà là. Ils sont déjà là, mais leurs relations avec leurs employés sont tellement dégueulasses que il y a aucune raison qu'ils les récupèrent. Donc on est dans une situation très 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 ambiguë. L'entreprise a besoin de toute façon de beaucoup de temps pour intégrer ce genre d'innovation. L'innovation de l'IA, elle, est sur un rythme absolument frénétique, d'où cet effet qu'on appelle une bulle, mais c'est pas vraiment une bulle. C'est une espèce de méga bulle soutenue par une course aux armements qui, elle, n'obéit pas à des règles financières. Donc, on sait pas très bien dans quoi on est embarqué. C'est comme la course à l'espace, quoi, en fait. C'était pareil. C'est comme la course à l'espace, c'est comme la course aux armements. Il y a aucune logique financière à construire un arsenal nucléaire qui est capable de faire péter 40 fois la planète. Ça n'a aucun sens d'un point de vue financier. Il suffit d'être en mesure de la faire péter une fois. C'est largement suffisant. Il n'empêche que dans les années 70 et 80, on a investi des sommes complètement dingues pour se créer un arsenal qui était totalement surdimensionné. On est dans cette même logique. Donc la bulle est quelque part soutenue par une logique qui n'est pas financière. Donc, à mon sens, on n'est pas dans une bulle, même si ça donne toutes les caractéristiques d'une méga bulle. On n'est pas dans une bulle, on est dans une bataille ultime entre la puissance chinoise, la puissance américaine, et puis dans un coin du Golfe, des gens qui se disent que ça pourrait être utile d'avoir une espèce d'autonomie vis-à-vis de l'IA, et puis avec des guignols en Europe qui de toute façon n'ont pas les moyens d'être dans la course, donc qui brassent de l'air. Et ça se terminera le jour où a priori, on arrivera à l'AGI, et c'est le premier qui arrivera à l'AGI, qui a priori devrait être en mesure de réduire tout le reste de la planète en esclavage. Ouais, bon, alors sauf que l'AGI technologiquement c'est pareil. J'aimerais bien, tu vois, moi je suis la première, mais on n'y est pas. C'est pas parce qu'on a réussi à faire ChatGPT qu'on arrivera à faire ce qu'on arrive dans un cerveau humain. Donc pour l'instant, moi je suis assez sereine sur l'AGI. Non, par contre, ça réinvente notre façon d'apprendre et de travailler. Je pense que
nous tous, on l'utilise maintenant au quotidien et ça nous fait gagner du temps. Moi, avant, je passais des heures à sourcer justement des documents en tant que journaliste, à aller trouver des infos. Là, c'est vrai que ça peut aller t'agréger en quelques secondes, des fois, des contenus tout à fait pertinents. Ce que ça donne pas encore, même si ça fait semblant un peu de te le donner, c'est un esprit critique et une capacité d'analyse. Et ça, c'est l'expérience. Ce que je vois, c'est que ça redonne de la valeur à des gens qui ont de l'expérience et de la connaissance du terrain et qui vont aussi, en utilisant ça, ils vont pouvoir bien le faire. Là où je mets un warning, et c'est hyper important, c'est qu'on est en train de sacrifier la jeune génération qui n'a pas cette expérience, mais qui a besoin de faire ses armes, et on recrute du senior, on oublie d'embaucher des juniors et de les former. Et là, on risque de se foutre dans le mur tout seul, parce que on oublie cette jeune génération qui va être le futur de ces gens à expérience, et on va les balancer sur le marché du travail. Tu disais, ils sont stagiaires jusqu'à 30 ans, et du coup, ils vont pas avoir eu l'expérience nécessaire. Et là, on se met le doigt dans l'œil, et les entreprises doivent faire extrêmement attention à ça. Il faut continuer à ne pas sacrifier cette jeune génération, et on devrait faire des binômes anciens, jeunes, et après, il y a le middle au milieu qui évolue. Mais ça c'est un vrai sujet. Je crois qu'on peut pas nier la révolution qui est en train de se passer. C'est une course à l'armement qui est complètement déraisonnable aussi, et écologiquement, j'en parle pas. Mais elle est là. Donc comment est-ce qu'on l'embrasse ? Prenons un peu de recul là-dessus et regardons ce qu'on peut en faire de bien. Il y a des vraies belles choses à faire. Alors, c'est la panique aussi du côté des élites tech face à l'intelligence artificielle. Tout le monde panique, à part l'école bleue en ce moment, comment on l'explique. L'école blanc panique, mais aussi les milliardaires de la tech sont un peu en mode PLS en ce moment. Le 28 octobre 2025, c'était TechCrunch Disrupt à San Francisco. Et on a Vinod Khosla. Vinod Khosla, c'est pas n'importe qui, c'était le cofondateur de Sun Microsystems et c'est devenu un VC légendaire dans la Silicon Valley, Khosla Ventures, 2 milliards de dollars de fortune personnelle, investisseur de la première heure dans OpenAI d'ailleurs, pionnier du capitalisme tech, le plus hardcore de la vallée. Ce mec, c'est vraiment l'incarnation du capitalisme de la Silicon Valley. Et là, il nous a lâché une bombe pendant TechCrunch Disrupt. Il a proposé que le gouvernement américain prenne 10% de participation dans toutes les entreprises cotées pour redistribuer cette richesse corporative aux citoyens américains. En gros, créer une sorte de pool national. Et alors là, la salle était sidérée. 10% de toutes les entreprises publiques. Moi, j'appelais ça du socialisme corporatiste. Fabrice, toi, tu me dis non, c'est pas du socialisme. Mais enfin, c'est la première fois, ça fait 15 ans que je vis aux US, que j'entends un milliardaire nous expliquer que la nationalisation, même partielle, c'est peut-être une bonne idée. D'ailleurs, je pense qu'il a été inspiré par le fait que Trump a racheté 10% d'Intel pour 8,9 milliards de dollars. Ça s'est passé cet été en août 2025. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il essaye de faire en sorte que il va falloir maintenir une cohésion sociale. Tu nous en as parlé avant, Fabrice. Tu nous dis que ça va être bientôt la révolution, que les gens vont prendre les armes et que c'est légitime de prendre les armes dans cette situation-là. Ben moi, je pense que c'est ça. Ce qu'il a peur là, c'est qu'il se dit, il a aucun doute sur le fait qu'il va faire de la thune, mais il sait pas s'il va rester vivant pour en profiter, quoi. C'est comme ça que je l'interprète, quoi. Je pense que les milliardaires américains sont très conscients que ça va mal se terminer, que ça va se terminer dans la violence. J'ai souvenir d'un article, je crois que c'était dans le Washington Post, d'il y a déjà une bonne dizaine d'années, qui était intitulé Pitchforks Are Coming, et qui avait fait énormément de bruit à l'époque. Donc c'est grosso modo les têtes sur les pics, quoi. Il va y avoir des têtes sur des pics, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, parce que le système arrive à la fin. Le capitalisme à l'américaine, il est un peu mort, parce que la base de la base du capitalisme, c'est la concurrence. Or, là, on voit une nouvelle génération de capitalistes, à commencer par Peter Thiel, qui croit au monopole et qui ne croit pas aux lois antitrust. Très concrètement, les grands géants de la Silicon Valley sont tous en position de domination, de monopole, et de monopole. On ne leur fait rien. Donc le capitalisme américain finalement a radicalement changé avec la génération Silicon Valley. On n'est plus du tout dans le capitalisme à la papa qui a construit les États-Unis. En France,
Le mom-and-pop shop, par exemple, qu'on trouvait, où chacun pouvait fabriquer sa petite boutique et gagner un petit peu bien sa vie, tout ça, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Et face à ça, ceux qui sont les gagnants de cette aventure capitaliste qui est en train de se transformer en autre chose que du capitalisme, se rendent bien compte que de toute façon, on arrive à grands pas vers une situation où on l'a vu l'année dernière avec ce garçon dont j'ai oublié le nom qui a buté un responsable d'assurance santé. Oui, d'assurance santé, ouais. Et on a vu que la réaction de la population tendait plutôt à faire de lui un héros. Et je pense que psychologiquement, ça a été un marqueur très fort pour le grand capital américain et dans une moindre mesure européen, parce qu'ils sont aperçus que les populations applaudissaient à tout rompre quand on butait l'un des leurs. Donc ils se rendent bien compte que soit il va falloir qu'ils se résolvent à vivre dans des bunkers, à l'abri de la populace. Ce qu'ils ont commencé à faire, à se préparer. Hein, ils ont tous commencé à se préparer, c'est clair. Soit il va falloir trouver une façon d'apaiser la populace. Et donc l'idée de nationaliser 10% du Nasdaq, alors j'ai pas très bien compris s'ils comptaient acheter ou juste confisquer, mais à la limite peu importe. Et pas forcément idiot parce que ça va ancrer les revenus des Américains sur les dividendes de ces actions. Alors 10%, j'ai fait des calculs vite fait, mais je suis pas du tout économiste, donc ils sont vraisemblablement faux et à refaire. Moi, je suis arrivé à 6 trilliards de dollars à nationaliser, ce qui est quand même une sacrée somme, et des dividendes qui tourneraient autour de quelques milliers de dollars par Américain et par an, ce qui est pas suffisant pour vivre. Mais malgré tout, l'idée d'indexer les revenus des Américains sur les dividendes du capitalisme est pas idiot parce que tout le monde est dans le même bateau. Donc ça a du sens. Malheureusement, on pourra jamais imaginer faire ça en France. D'abord parce que le CAC 40, à lui, si tu prends tout le CAC 40, t'arrives même pas à la valorisation d'Apple. Donc on n'est absolument pas du tout dans les mêmes ordres de richesse. Et puis parce que le capitalisme à la papa, à l'ancienne, comme on le pratique depuis finalement le 18e, 19e siècle, il est encore bien présent en France. On n'a pas du tout fait cette transition avec des géants de la technologie qui ont tout bouffé et qui pilotent une nouvelle forme de capitalisme. On est resté vraiment au 20e siècle en France. Fanny, c'est vrai qu'aux États-Unis, quand on parle d'intelligence artificielle, ça va atterrir dans 5 à 10 entreprises max, quoi. C'est OpenAI, c'est Anthropic, c'est Google, DeepMind, peut-être Microsoft. Anthropic qui prévoit 26 milliards de revenus d'ici fin 2026, contre 6,7 milliards aujourd'hui. Donc on voit que ces boîtes sont en train de croître à une vitesse incroyable. Leur revenu est en train de... Alors elles dépensent aussi beaucoup d'argent et elles sont loin d'être rentables, hein, bien évidemment. Mais il y a ce risque de concentration, effectivement, de la richesse, et on le voit aux États-Unis, les capitalisations boursières, elles sont essentiellement toute la bourse est portée par ce qu'on appelle les Magnificent Seven. C'est cette boîte tech magique qui tiennent toute la bourse américaine. Sans elles, et c'est vrai que c'est pas le cas en France. C'est ça le rationnel, c'est de se dire on a peut-être là quelques entreprises il faut d'abord les laisser. On comprend, hein, parce que lui, il est investisseur dans ces boîtes, donc il a pas envie qu'elles soient démantelées. Donc il se dit bon, allez, c'est un peu comme Marie-Antoinette, donnez-leur de la brioche, quoi. On leur donne 10% et puis ils nous foutent la paix, quoi. C'est ça le raisonnement. Comment tu l'analyses? Je t'avoue que c'est loin de mes sujets la plupart du temps. J'ai l'impression que déjà entre la France et les US, c'est tellement, j'ai l'impression des fois, on est plus sur la même planète et c'est compliqué. Quand je vais aux États-Unis, ce que je vois, c'est que on voit encore plus la pauvreté dans la rue que chez nous, et Dieu sait qu'elle a augmenté, et que c'est vrai que c'est compliqué de relier les deux. Tu sens que ça s'étire et que t'as très haut et très bas, et au milieu des gens qui votent et qui financent le truc. Mais on fonctionne tellement pas de la même façon. Nous, on a encore ce système de santé, d'accompagnement des gens. La pauvreté, elle est... Tu te soignes pas aux États-Unis, les gens, ils peuvent pas même se remplacer des dents. Nous, on a encore ça. Et tu sens quand même une espèce de révolte monter en France et voilà. Je peux pas te dire, je me dis juste, c'est comment est-ce qu'on arrive avec tout cet argent à faire en sorte que ça soit mieux redistribué. Mais moi, ça m'affole de voir ces grosses boîtes prendre de plus en plus de pouvoir et diriger les politiques et le monde
Ça peut pas continuer comme ça. Et surtout, Non, ça peut pas. et ça peut pas continuer comme ça. Et en plus, je pense que l'IA, même là, si on en fait tout un foin, ça limite pas de logique non plus. C'est un rêve de science-fiction. C'est utile sur tout un tas de choses, mais en même temps, ça n'a pas de sens. Même moi, tu vois, j'en rêve et en même temps, je me dis, mais quand est-ce qu'on va arrêter ces conneries? Donc voilà, je pourrais pas te dire plus. Je suis pas assez... L'économie, ça a jamais été mon truc et je commence à mettre mon nez dedans et j'avoue, je me dis, mais on est complètement barré et on fait n'importe quoi. Le timing, il est parfait, hein, et je pense qu'il faut aussi le souligner. Cette déclaration de Vinod Khosla, elle intervient une semaine après que le maire socialiste de New York City, le nouveau maire socialiste Zoran Mandani, a pris le pouvoir et qu'on voit bien que la fenêtre d'Overton, elle est en train de bouger et que peut-être que les géants de la tech se disent « Attends, pour l'instant, on est protégé par Trump. C'est pas certain qu'il reste très longtemps. Regarde ce qui vient de se passer à New York. » Ça gronde, quoi. Ça gronde en dessous parce que il y a besoin peut-être on parle de plus en plus d'un universal basic income, c'est-à-dire un revenu universel. Mais là, ce qu'il nous propose le père Khosla, c'est plus qu'un revenu universel. C'est une rente universelle. C'est une rente capitale. C'est là où c'est pas du socialisme. C'est une rente sur les dividendes qui ont été socialisés. Ouais. Mais c'est pas un revenu universel. Tu transformes pas les gens en salariés passifs. Tu les transformes en capitalistes qui ont investi dans le Nasdaq, qui touchent les dividendes de leur investissement. Oui. C'est le papa État qui investit pour toi. C'est du capital universel, quoi. C'est pas du revenu universel, c'est du capital universel. C'est là où c'est 10% du socialisme. Ouais. D'ailleurs, hein, ce modèle, il existe déjà à plus petite échelle. Par exemple, en Alaska, qui est un État des États-Unis, on a ce qu'on appelle l'Alaska Permanent Fund, où l'Alaska prend 25% des royalties pétrolières et les investit dans un fonds souverain et distribue effectivement des dividendes annuels à tous les résidents en Alaska. T'as ça dans plein de pays du Golfe, hein. En Libye, c'était le cas avant que. Ça en Libye, t'as ça au Qatar, t'as ça aux Émirats, t'as ça dans tous les dictatures qui sont assises sur une rente pétrolière. Et pas que les dictatures, hein. L'Alaska, c'est pas vraiment une dictature. La Norvège aussi, hein, c'est pas une dictature. La Norvège, qui est pas du tout une dictature. T'as beaucoup de pays qui sont assis sur une rente pétrolière, qui ont adopté cette approche-là. Et force est de reconnaître que ça marche, démocratie ou pas. Ça marche, ça génère une stabilité et de la croissance. Donc cette idée est pas forcément idiote. Le problème que les Américains vont avoir, c'est l'exécution. Parce que le temps est compté. Et là, on est à quelques années d'un grand cataclysme social, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Et donc, est-ce que on pourra prendre des réformes aussi violentes en temps et en heure avant que ça pète dans tous les sens? J'y crois pas vraiment pour les États-Unis. J'y crois pas un instant pour l'Europe. Ou au contraire, on est dans un mécanisme de repli sur soi. Là, on a vu Macron qui annonce aux médias libres que ils ont intérêt à rallier son camp pour lutter contre la vilaine populace sur les réseaux sociaux. On est très clairement dans des prémices de 1789 version 21e siècle. Hein. Il y a aucun doute là-dessus. Entre Hidalgo qui crache sur les pauvres qui vont acheter du Shine alors qu'elle achète 30 000 balles chez Dior en note de frais, on est vraiment dans Marie-Antoinette qui mange de la brioche. Donc on va probablement avoir ce genre de troubles sociaux en France, qui sera probablement accéléré par le fait que les gens qui tiennent le pouvoir depuis maintenant des décennies et des décennies vont devoir le céder à ce qu'on appelle les populistes, tout simplement parce que on reste, même si c'est plus une démocratie, il reste des votes à intervalles réguliers et que là très clairement le pouvoir, l'opinion publique a basculé de façon très très forte. Donc on va connaître cette confrontation entre l'ancien et le nouveau monde. Et en France et en Europe d'une façon générale, on n'échappera pas au cataclysme. Non, mais ce que je trouvais intéressant, c'est que en regardant ça, et si on se projette sur les élections françaises de 2027 et dans l'affreux scénario comme quoi le Rassemblement national ou LFI viendrait au pouvoir,
bon, ça sera plus difficile pour LFI que pour... Il n'y a pas de scénario LFI qui arrive au pouvoir. Le seul y a pas de scénario où LFI existe encore, c'est LFI arrive au second tour. Au second tour. Ça donne effectivement une guerre civile. Ce qui sera très différent de LFI qui est éliminé dès le premier tour. Non, mais quand on prend, ce que je voulais dire, c'est quand on prend le programme économique de LFI ou du Rassemblement national, cette thèse-là de mini-nationalisation, elle est audible. C'est-à-dire elle devient absolument audible. Ce que Kosla propose là, c'est de le faire à l'échelle des États-Unis, avec toutes les entreprises publiques. C'est pas simplement les boîtes du Nasdaq, Fabrice, c'est toutes les entreprises publiques. Donc on parle de trillions de dollars de valeur. Apple, ça vaut 3 trillions. Donc vous prenez 10% d'Apple, c'est 300 milliards. Alors tu multiplies ça par toutes les entreprises du S&P 500, c'est donc pas le Nasdaq, c'est Coca-Cola ou ce que tu veux. On arrive à des montants astronomiques. Complètement fou. Faut pas perdre de vue que si on faisait la même chose en France, on arriverait à des montants qui, vu des États-Unis, sembleraient ridicules. Totalement ridicules. Encore une fois, le CAC 40, tu prends toutes les boîtes du CAC 40 et ça a une valo inférieure à ne serait-ce que la troisième boîte du Nasdaq. À 3 trillions. Ouais, donc on n'est pas du tout dans le même univers. Toi qui voyages d'un continent à l'autre, tu vois bien que le niveau de vie, le niveau de rémunération entre la France et les États-Unis, ça va de 1 à 2. La Suisse est bien plus comparable en termes de niveau de vie et de rémunération aux États-Unis, avec des écarts de richesse qui sont énormes par rapport à la Suisse. Mais on est plus proche de la Suisse avec les États-Unis que de la France. Ce que je trouve intéressant comme idée, et c'est une vraie idée à se poser, y compris en France, même si on est à la bourre là-dessus, c'est que il est évident qu'on va rentrer, et je sais que tu as dîné, Fanny, avec un prix Nobel d'économie français récent, Philippe Aghion pour pas le citer, mais quand on regarde l'économie, on va vite arriver dans une économie très déflationniste, c'est-à-dire qu'en gros les prix vont baisser. Une économie déflationniste, c'est quoi? C'est quand l'IA devient si puissante qu'elle réduit tous les coûts de production. On l'avait vu avec Shein, même les coûts de production physiques, mais aussi tous les services, tout ça devient ultra cheap. Mais ça veut dire aussi que les salaires vont baisser et que les profits vont se concentrer sur quelques entreprises et que, en gros, le travail, c'est-à-dire le salaire, ne va pas générer assez de revenus et qu'il va falloir, et ça fait longtemps qu'on le voit, que le capital bat systématiquement le travail, qu'aujourd'hui tu gagnes plus en investissant et en faisant de l'investissement en capital qu'en travaillant et en dépensant des heures. Et donc c'est pas complètement idiot. Et je me dis qu'en France où on a une grande logique de répartition, on sait ce que c'est, parce que le revenu universel, tout le monde dit oui, on sait pas. Mais tu prends les retraites, c'est une forme de revenu universel, les retraites. Les retraités sont pas universel. C'est juste pour les retraites. Universel aux gens qui sont qui ont fini de travailler. Ça n'a qu'un temps. On sait tous que ça va s'effondrer comme une merde assez rapidement. Il suffit de regarder une pyramide des âges en France. On est sur un système à répartition. Il est voué à disparaître à assez court terme. Tel qu'il est fait. Tel qu'il est fait, il est voué à disparaître parce qu'en effet, ce sont les petits-enfants qui sont en train de financer la moitié des retraites des grands-parents actuellement. Et comme on fait plus assez de jeunes et que l'immigration génère pas forcément des métiers à valeur ajoutée qui permettent de gagner plus d'argent, ça peut s'écrouler. Après, revoir le système de financement et en effet valoriser peut-être tout ce qui est gagné en argent, parce que ça va quand même créer du revenu, ce qu'on fait par l'IA. C'est plus des humains qui le font. Ok, à ce moment-là, l'argent qui est généré, comment le répartit vers des gens qui ne travaillent plus. La question est, et là c'est un peu plus, je dirais philosophique, c'est est-ce que l'humain est fait pour ne pas travailler et s'emmerder devant la télé et bouffer que des chips? Je pense qu'il y a toute une partie de la... Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Non, mais c'est qui a envie finalement de bosser. Moi, je fais partie des gens qui adorent bosser au final, alors qu'on a toujours dit que j'étais une procrastinatrice de compétition, alors qu'au contraire, j'adore apprendre des choses, faire des choses, mais qui m'intéressent. Et puis, il y a des gens, en effet, et je le vois dans mon travail au quotidien, qui préféraient lever le pied, faire leur potager ou rester chez eux, je sais pas. Et on a un vrai sujet là-dessus. Comment donner envie aux gens de bosser et en même temps il y a plus assez de travail. Comment mais il y a du pognon, qui circule partout. Comment on le répartit pour que finalement ça fonctionne avec la nouvelle façon, le monde qui est en train de se créer, qui va peut-être être fait en effet par l'IA.
Mais est-ce qu'il doit y avoir des très très riches et des très très pauvres? Je pense pas. Il y a vraiment des choses à refaire et peut-être que l'économie telle qu'elle a été pensée maintenant, il faut refaire une copie blanche. Hein. Est-ce qu'il faut demander à l'IA de la faire? Je suis pas sûre, mais en tout cas, il faut réfléchir à la répartition, définitivement. En tout cas, je trouvais super intéressant le fait que ce soit un milliardaire de la Silicon Valley qui pose cette question-là, comme quoi ces idées un petit peu collectivistes peuvent aussi venir de la Silicon Valley, même si je pense que les motivations sont très particulières là-dessus. Mais je trouve c'est d'une ironie et d'un paradoxe. T'imagines si c'est la Silicon Valley qui, au bout du bout, met en place le revenu universel et commence à nationaliser certaines boîtes parce que pour recapter une partie de la valeur pour ses citoyens américains, ça serait quand même une ironie, l'ironie ultime, quoi. Dernier point, l'argent, même si ça aide à être heureux, moi je vois beaucoup de gens très très riches dans mon entourage ne pas trouver leur bonheur et des gens gagner moins, et finalement avec des valeurs simples être plus heureux. Et si on ramène un problème américain, moi que je trouve super intéressant, c'est qu'est-ce qui est vital à l'homme? C'est être aimé et manger. C'est quand même des fonctions de base. Et aux US, c'est là où on a un niveau de malbouffe, malgré tout le pognon qu'il y a, qui est énorme, et un problème sur les relations humaines qui est en train de monter. Et en France et en Europe, on commence à le voir, on sait un peu mieux manger, mais on commence à se poser des questions sur les relations humaines qui, moi, me font peur. C'est comment est-ce qu'on remet ça? C'est... Moi, j'ai l'habitude de dire que l'argent, ça ne rend pas heureux, ça sert essentiellement à rendre les autres heureux. Quand tu as de l'argent, et c'est d'ailleurs ce qui te rend heureux. C'est pas parce que tu t'achètes une bagnole ou que tu vas un peu plus loin en vacances que ça va te rendre plus heureux. Par contre, quand tu commences effectivement à redistribuer un petit peu de ta richesse pour faire du bien autour de toi et pour aider des gens qui en ont besoin ou des projets, investir ou des trucs comme ça te rend vachement heureux. L'argent, c'est fait, c'est ça quoi. C'est fait pour rendre les autres heureux quoi. En fait, c'est pas fait pour se rendre. Il faut un minimum. Il faut qu'on ait un minimum pour bien vivre. Mais finalement, tu peux te rendre compte que t'as pas besoin tant que ça, quoi. Pas des milliards, ça sert pas à être heureux. Bon, voilà, on va se quitter sur ces bonnes paroles. C'était super de vous avoir. Merci de m'avoir rejoint pour cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un like, à commenter, surtout à le partager autour de vous. C'est ce qui nous aide à faire grandir la chaîne et puis aussi de rester libre le plus que possible. Donc pensez à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et venez nous retrouver sur La Hacienda, c'est notre groupe WhatsApp privé où on continue la conversation. Allez, je vous donne rendez-vous samedi. Hasta luego amigos, bye bye.